Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 7 novembre 2023. Vous écoutez Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 169. Je suis Laetitia et je suis de nouveau accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, ici Adrien. Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de préparer le Single Day, en train de préparer le Black Friday ou en train de préparer Noël. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce. Incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et si vous êtes une marque, une tech ou une agence, n'hésitez pas à nous contacter pour participer à l'émission. Au sommaire de cette émission, de la fusion, de l'acquisition, des tensions et peut-être même de la dépression. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt. Synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News simple et funky. Les employés de Klarna en Suède envisagent une grève suite à un désaccord sur un accord de négociation collective visant à renforcer leur influence sur les décisions de l'entreprise. Klarna est en désaccord avec l'accord proposé, le jugeant limitatif pour sa flexibilité. On vous met l'article, c'est un petit peu triste ce qui se passe en interne chez Klarna et c'est triste, encore plus triste que ça éclate sur la place publique. ManoMano est confronté à des défis économiques sérieux, ce qui entraîne la suppression de 230 postes, soit un quart de ses effectifs, principalement en France et en Espagne. Cette décision intervient en réponse à un ralentissement des investissements dans le secteur du bricolage. Bien que confronté à ces défis, ManoMano, ayant réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en 2020, ManoMano reste déterminé à maintenir sa place sur le marché du bricolage en ligne. Il n'y a pas une semaine où Google ne dévoile pas quelque chose et Google a dévoilé récemment de nouveaux outils pour soutenir et mettre en avant les petites entreprises via Google Shopping. Alors il y en a plusieurs. La première, c'est Small Business Attribute qui permet aux commerçants de mettre en avant leur statut de petite entreprise sur Search ou sur Google Maps. Il y a également Google Maps qui permet d'enrichir les informations accessibles aux acheteurs avec un Knowledge Panel for Merchants amélioré, affichant notamment les politiques de retour et les promotions. Donc ça va être intéressant. Et enfin, Google qui a lancé Product Studio en mai, un outil utilisant l'intelligence artificielle générative pour aider les commerçants à créer des visuels de produits distinctifs et captivants. C'est bluffant, on vous met le lien pour avoir une petite démo. Shein a lancé son premier pop-up physique dans le magasin Forever 21 à Londres. Malgré une concurrence apparente entre les deux marques de fast fashion, elles ont entamé un partenariat en août dernier pour capitaliser sur leurs forces respectives. Cette collaboration permet à Forever 21 d'accéder à la base de clients en ligne de Shein et à Shein d'accéder à la présence physique de Forever 21 dans les centres commerciaux. Google Shopping, encore eux, étoffe son offre en matière de beauté avec l'ajout de fonctionnalités de réalité augmentée pour tester virtuellement les couleurs de cheveux et les fonds de teint. Pour rappel, en 2020, ils avaient déjà introduit des outils similaires avec le rouge à lèvres et les ombres à paupières. L'IA est au cœur des innovations pour rendre les essais encore plus réalistes. Par ailleurs, Google propose désormais des publicités intégrant ces essais virtuels, offrant aux marques une nouvelle façon de se mettre en avant. Mango, c'est finito pour sa marketplace d'e-commerce multimarque après seulement 2 ans d'existence. Lancée en 2021, cette initiative avait vu l'intégration de marques telles que Intimissimi et Rituals. Toutefois, Mango a choisi de se recentrer sur son propre canal de vente pour améliorer l'expérience client, notant que 36% de son activité provenait d'Internet. Asos a annoncé une perte annuelle de près de 250 millions de livres. Le CA de l'entreprise a diminué de 10% en raison de sa restructuration et du contexte économique difficile. Asos prévoit que les ventes continueront de baisser de 5 à 15% cette année. Et notamment, un des focus pour 2024, ça va être la gestion des retours. Je vous ai mis un lien qui explique un petit peu ce qu'il compte faire sur les retours et la distinction entre les bons et les mauvais retours. On dirait un sketch des inconnus. Zalando annonce une baisse de son chiffre d'affaires entre 0,5 et 3% pour l'année en cours. La société allemande ressent le plus gros impact, notamment dans sa région, dans la région d'Ach, son marché le plus rentable néanmoins. Zalando compte sur l'innovation en matière de storytelling, de logistique et de technologie pour relancer sa croissance. Zalando compte aussi sur le lancement de Stories on Zalando, un mix de TikTok à la sauce social commerce. Fnac Darty a abandonné l'idée de racheter Cdiscount, filiale de Casino, en raison des mauvais résultats de cette dernière, dont le chiffre d'affaires a chuté, il a dégringolé de 25%. Il y a 2 ans, Fnac Darty avait proposé 500 millions d'euros pour racheter Cdiscount, mais cette offre avait été refusée. Mais attends, c'est pas un fake là, toutes ces news là, il y a que des bad news. Bah ouais, mais en fait, non, parce que c'est fini, je rachète pas, finalement je laisse tomber, j'arrête, les chiffres sont mauvais. Le contexte est compliqué, effectivement, les chiffres sont mauvais, en fait il y a eu les résultats qui sont tombés pour le trimestre, donc tout arrive en même temps un petit peu.
les levées de fonds et les rachats de cette semaine. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de sous-sous, Laetitia? Eh bien, c'est Shein qui vient de faire l'acquisition de la marque britannique Missguided du groupe Frasers. Alors, dans cette transaction, Shein prendra la propriété intellectuelle de Missguided, tandis que Frasers conservera ses biens immobiliers et ses employés. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Shein d'intégrer d'autres marques à sa plateforme. Et puis surtout, ça prouve la détermination de Shein à intégrer de nouvelles marques sur sa plateforme, comme cette marque britannique. Je t'ai donné cette news avec deux noms impossibles à prononcer, deux enseignes impossibles à prononcer. UPS a annoncé son intention d'acquérir Happy Returns, actuellement détenu par PayPal, afin de renforcer son service de retour sans étiquette. L'intégration du logiciel et des opérations de Happy Returns permettra à UPS de proposer une expérience de retour sans friction dans plus de 12 000 lieux aux États-Unis. L'annonce intervient à un moment crucial pour UPS, qui s'apprête à gérer des millions de retours après la saison des achats de fin 2023. La plateforme e-commerce B2B Shopblocks a levé plus de 1,5 million de livres sterling. Basée au Royaume-Uni, Shopblocks permet aux entreprises de créer rapidement des boutiques en ligne, ciblant principalement les grandes entreprises ayant des modèles de tarification complexes. Ce financement porte le total de fonds levés à plus de 3,5 millions de livres et servira à créer de nouveaux emplois, à améliorer la plateforme et à attirer davantage de clients B2B. La fintech, et non, c'est pas une blague, une fintech de paiement fractionné qui lève de l'argent, c'est la fintech de paiement fractionné Tabi qui a levé 200 millions de dollars, valorisant la société à 1,5 milliard de dollars. Elle est basée au Moyen-Orient et Tabi affirme envers et contre tous que contrairement à tous ses concurrents, eux, ils sont rentables. Nananer. Omnicom a annoncé l'acquisition de Flywheel Digital, solution de retail média, pour un montant net d'environ 835 millions de dollars. Flywheel, qui offre des services permettant aux grandes marques de vendre efficacement sur des plateformes comme Amazon ou Alibaba, va opérer au sein d'Omnicom, renforçant ainsi la présence d'Omnicom dans le e-commerce et le retail média. Un des plus grands groupes de com qui s'intéresse à ça, c'est que vraiment il est en train de se passer quelque chose. Il y a beaucoup de consolidation qui va arriver, notamment dans le retail média. Unilever a vendu la majorité de Dollar Shave Club à Nexus Capital Management, tout en conservant 35% des parts minoritaires. Le président d'Unilever voit cela comme une transition vers des domaines de croissance stratégique. De son côté, Nexus prévoit d'investir dans le marketing et la qualité du produit. Alors, Dollar Shave Club, fondé en 2011, avait révolutionné le marché du rasage avant d'être acquise par Unilever en 2016. Et pourquoi j'ai gardé cette news? Parce que je me souviens de cette pub et je vous ai mis le lien directement. En fait, donc regardez, c'est une pub qui dure 2 minutes. Elle avait coûté $6,000. Elle avait fait le buzz de fou furieux et c'est ce qui avait fait que cette boîte avait explosé. Elle était inconnue et en quelques semaines, elle avait explosé. C'était à l'époque où encore le buzz n'était pas aussi connu que ça, quoi. C'était en 2011-2012 et donc voilà. HubSpot a annoncé l'acquisition du fournisseur de données B2B Clearbit, une opération qui enrichira la plateforme CRM de données tierces sur des millions d'entreprises et ajoutera plus de 400 000 utilisateurs et 1500 clients professionnels à son portefeuille. Alors, on se concentre. C'est parti. Le groupe suisse Richemont a obtenu l'approbation de la Commission européenne pour vendre une portion de Yux Net-à-Porter à Farfetch. On n'y comprend rien. Moi, je n'y comprends rien depuis plusieurs années avec tout ce qui se passe. Cet accord concerne la vente de 47,5% des parts à YNAP, de YNAP à Farfetch, avec une contrepartie pour Richemont en action de Farfetch. Par ailleurs, 3,2% des parts de YNAP seront rachetées par l'homme d'affaires Mohamed Alabar. Alors, cette opération vise à renforcer la stratégie digitale de Richemont et pourrait permettre à ses marques, dont Cartier et Chloé, de rejoindre la plateforme Farfetch. Un gros gloubi-boulga avec les rachats dans tous les sens. Ça dure depuis des années. Sur une marketplace. Ouais, ça dure depuis des années avec YNAP, Farfetch. Il y avait aussi sur l'Asie, il y avait eu aussi des sujets. Bon, voilà, c'est Richemont qui se débarrasse de YNAP. Vision AI, une start-up basée en Allemagne qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la recherche et les recommandations sur les sites e-commerce, vient de lever 5 millions d'euros. La news what the fuck de la semaine, quelle est-elle, Adrien? C'est une news qui m'a fait sourire parce qu'il s'agit d'une boîte qu'on avait rencontrée, Laetitia, je crois, à New York. C'est Fitmatch. Fitmatch, tu sais, ils se permettent de scanner ton corps avec le téléphone sans app, sans rien, en 2 secondes. Donc c'était super sympa. Et donc c'est une app de balayage corporel basée sur l'IA. Et ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils ont lancé une solution pour les chirurgiens plastiques. On dit ça comme ça. Moi, je trouvais ça l'usage hyper intéressant. On est tellement retail, e-commerce. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour les chirurgiens, donc tout ce qui est chirurgie plastique, tu as besoin. Alors, je connais pas du tout ce secteur, mais peut-être que tu connais. Tu vas peut-être parler d'une expérience personnelle. Bien évidemment, je connais. Apparemment, tu as des vêtements post-opératoires et tu vas pouvoir, grâce à l'utilisation de Fitmatch, donc eux, ils proposaient de scanner et de proposer des produits sur ton site e-commerce qui sont plus adaptés à ta corpulence. Et là, ils vont l'appliquer pour la chirurgie plastique et notamment les produits post-opératoires. Je trouvais ça une utilisation très maligne et très intéressante. On n'est pas dans la santé
santé publique, on n'est pas dans des trucs hyper compliqués. C'est encore quelque chose de niche, mais c'est une manière détournée d'utiliser quelque chose qu'on avait vu. Donc je trouvais ça très élégant. La news inutile dont on s'embalèque. On s'en fout complètement, c'est très rigolo ce qui s'est passé. C'est Shein et Temu qui ont décidé de mettre fin à leur contentieux judiciaire aux États-Unis, signalant une trêve malgré l'intensification de leur concurrence mondiale. Des déclarations conjointes, donc on est dans le monde du bullshit, écoute bien, des déclarations conjointes ont été déposées auprès des tribunaux de Chicago et de Boston pour demander la fin de 2 affaires judiciaires sans préjudice. Pour rappel, Shein avait précédemment accusé Temu d'avoir incité les influenceurs à critiquer la marque et d'avoir trompé des clients avec de faux comptes sur les réseaux sociaux. Et Temu, de son côté, avait expliqué que Shein enfreignait la loi antitrust américaine avec ses fabricants. Aujourd'hui, les 2 entreprises, elles ont compris qu'il fallait s'unir. Ce sont 2 boîtes chinoises qui s'unissent parce que ils devraient arrêter de dépenser leur énergie et leur argent dans ces conflits-là. Vox Populi, la communauté LCD donne son avis. Il y a quelques semaines maintenant, 2 semaines, 3 semaines, le temps du break d'Adrien, Vox Populi vous demandait comment la gestion des retours influence-t-elle la fidélisation des clients en e-commerce. Adrien, je crois que les résultats sont sans appel. Sans appel, à 70%, vous pensez qu'elle est cruciale pour la fidélisation, à 23% importante mais non décisive et à 0% marginale face à d'autres facteurs et également 0% sans impact. Donc il semblerait que la gestion des retours c'est fondamental pour la fidélisation. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Cécilia? Qu'est-ce que t'as répondu? Moi, j'ai répondu importante mais non décisive. Pourquoi? Parce que la gestion des retours, elle est importante pour moi, mais in fine, j'utilise pas beaucoup la gestion des retours. J'ai peut-être utilisé 2 ou 3 fois dans ma vie la gestion des retours et franchement, j'étais pas contente de moi parce que j'ai l'impression de faire mal à la planète, j'ai l'impression d'avoir mal choisi mon produit, la faute était rejetée sur moi, donc j'étais pas contente. Mais j'étais pas, contre la marque. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas répondu importante mais non décisive parce que j'ai pas vraiment répondu à la question. J'ai pas dit est-ce que la gestion des retours impacte la fidélisation. J'ai plutôt dit dans la fidélisation, est-ce que la gestion des retours est importante? Alors tu vas me dire c'est la même chose. Non, la nuance est différente parce qu'en fait, ce qui est plus important dans la fidélisation, c'est le service client, la qualité des produits, tout ce qu'on peut trouver. Et puis à la fin, il y a très peu de personnes qui vont bénéficier ou qui vont utiliser les retours. Donc en fait, il y a d'autres leviers qui sont beaucoup plus importants pour driver la fidélisation, tout simplement. Exactement. Et franchement, moi, pour que je retourne un produit, j'y ai réfléchi 120 000 fois et souvent je me dis que c'est mon erreur à moi et que c'est pas le commerçant qui m'a induit en erreur. Par contre, c'est clair, si ça se passe pas bien, t'as plus envie de retourner. Je te parlais du Nicolas la dernière fois, ils se sont trompés encore sur la 2e commande. Mais non. Donc là, on m'a demandé un update de ta vie / Uniqlo. Ah bah non, c'est catastrophique. Alors peut-être qu'ils ont écouté le podcast, ils se sont dit lui, on va le faire chier jusqu'au bout. Mais les pulls là que j'ai commandés, pareil, ils sont jamais arrivés. Mais il faut aller en boutique. Et en boutique, il faut attendre 3 semaines le truc. Pick and collect, ça marche pas du tout. Donc je vais littéralement aller là-bas et puis je vais leur dire voilà les 3 produits que je veux. C'est le même produit mais en 3 couleurs différentes. Mais du coup, tu recommanderas jamais alors. Ah non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Donc du coup, je suis en train de montrer le contraire de ce que je viens de répondre. C'est que non, en fait, la fidélisation, en fait, quand ça se passe pas bien, oui, mais en fait, quand ça se passe bien, tout se passe pas bien. Si t'as un vendeur en magasin qui te crache dessus, c'est clair que ça va, tu retourneras pas. Donc les retours, les machins, trucs, quand t'as une mauvaise expérience, malheureusement, oui, tu as raison. Mais que s'est-il passé chez nous? Que s'est-il passé cette semaine ou ces 2 dernières semaines dans l'équipe LCDE? Ne stockez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui va se passer aussi? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette semaine, ce jeudi 9 novembre, eh bien, ça y est, nous reprenons nos lunchs mensuels de la communauté LCDE. Vous êtes déjà plus de 30 inscrits. Bon, on va essayer de pousser les murs si vous souhaitez encore. Je crois que ça sera trop tard, non, le temps qu'ils écoutent. Bon, je sais pas, les premiers qui écoutent là, ils écouteront ça mercredi, peut-être qu'il reste exact. Okay. Bon, en tout cas, si vous voulez venir, c'est toujours possible. Si vous ne pouvez pas venir, eh bien, il y a une autre édition le 5 décembre. Puis là, c'est l'édition Noël avec des cadeaux, etc. Ah ouais, donc là, on blague tu pas dévoiles du tout. tout. Ben oui. Non, c'est merde. Non, on ne devait pas le dire. On va oublier ça. Non, ceux qui écoutent, on va faire ça comme ça. Ceux qui écoutent le podcast sauront. Et puis les autres, la communication officielle, on dira pas ce qu'il y a. Donc inscrivez-vous pour l'édition de Noël, ça va être très cool. Et là, on vise 50 personnes. On vise quoi? On vise un nombre ou pas? Je sais pas. 50, ouais. Après, on cherche la qualité, pas la quantité. Donc on sera le nombre qu'on sera. C'est pas grave. Si on sera que 10, c'est très bien. Autre chose dans les choses qui vont arriver? Autre chose, c'est Tech for Retail qui a lieu à la fin de ce mois de novembre. Les 28 et 29 novembre. Et cette année, nous avons un lieu pour nous accueillir. Vous êtes toujours là à nous demander comment est-ce qu'on peut vous voir. Par WhatsApp, par LinkedIn, par email. Alors d'habitude, on se retrouve soit à la cafette, soit à la press room, mais peu ont l'accès à la press room. Eh bien, cette année, nous serons sur le stand de Talon One qui a accepté, c'est notre partenaire Tech for Retail qui a accepté de nous passer un petit bout de précaré. Donc venez nous voir sur le stand de Talon One. Exactement. N'hésitez pas déjà à nous solliciter, à nous
dire je passerai et puis on se fera un plaisir de vous accueillir et de discuter avec vous. On sera bien sûr avec nos micros, on ne dévoile pas tout, mais on sera avec nos micros et c'est comme ça que vous pourrez nous reconnaître. Ouais, c'est le dernier gros événement de l'année, donc on sait qu'il y aura beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à nous contacter, on sera là, c'est mardi et mercredi, on sera sûrement en train de courir, mais on aura toujours de la place pour vous et puis on voudra faire des photos aussi avec la communauté, donc contactez-nous. Et toi Adrien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien je suis rentré de la Thaïlande, j'étais en Thaïlande pendant quelques semaines, je suis rentré la semaine dernière. Eh ben welcome back Adrien. Bon je crois qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent du côté entrepreneurial pour toi. J'ai fait une petite annonce sur LinkedIn, ça fait 1 an que je travaille dessus, un projet sur lequel je travaille qui s'appelle One Gym, c'est une salle de sport 100% en ligne, donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter, et j'ai même fait aller, je vais faire un code promo pour la communauté. Non, j'ai recruté des coachs, moi je suis pas du tout coach, mais ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, donc si vous souhaitez faire du sport, enfin l'idée c'est de pouvoir faire du sport à la maison. Pitch-nous le truc s'il te plaît, parce qu'on comprend pas là, explique-nous. Qu'est-ce que c'est One Gym? One Gym, c'est votre salle de sport 100% en ligne avec des vrais coachs, pas de vidéos, qui vous voient, qui vous corrigent et que vous pouvez faire votre sport sans équipement directement chez vous à n'importe quelle heure. Donc connectez-vous sur onegym.fitness et puis vous comprendrez un petit peu tout ce qu'il y a. Si vous n'avez pas le temps d'aller à la salle de sport, si vous n'avez pas la motivation, si vous êtes loin d'une salle de sport, la salle de sport, elle vient chez vous avec des vrais coachs. C'est important. Il y a un code promo, Adrien? Ouais, on fait un code promo. Enfin, je fais un code promo. C'est ta boîte, c'est pas la mienne. Ouais, pas encore. On va faire quoi? On va faire One LCDE. C'est bien, One LCDE. Et puis on donne quoi? Un mois gratuit, un mois offert? Ah, un mois offert, c'est pas mal ça. Ou 2 mois offerts? On est fou? Non, 6 semaines? 20 mois offerts. Non, offert jusqu'à la fin de l'année. Je sais pas si c'est possible de configurer le truc jusqu'à la fin de l'année. Ça fait quoi? Ça fait presque 2 mois. Donc on va faire ça. One LCDE. Si vous allez sur Black Friday aujourd'hui. Allez. Et puis voilà. Donc, et puis surtout, je recherche toujours des gens pour tester, pour me donner des feedbacks sur le Customer Journey, etc. Donc, si vous voulez être côté ambassadeur, n'hésitez pas à me contacter aussi. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi et on en parle, on en débat, le tout sans langue de bois. Shopify a annoncé ses résultats pour Q3. Adrien a tout ausculté et il nous partage son analyse. Et je vous ai mis un lien vers un document d'une quinzaine de pages qui résume un petit peu tout le rapport des trimestriels de Shopify. En gros, tout va très bien. La GMV a fait plus 20%, les revenus plus 25%, le MRR plus 32%, et la partie Shopify Plus, l'année dernière, pesait 33% et désormais elle pèse 31%. Donc là, j'étais étonné. C'est quand même Shopify Plus, un tiers des revenus Shopify. Je pensais que c'était plus petit que ça. Moi qui suis toujours sceptique quant à Shopify, quant à la capacité à Shopify d'aller sur les grands comptes, il semblerait qu'ils gagnent qui se font déjà pas mal d'argent là-dessus, même si je suis pas du tout étonné ou épaté par les noms. Ils vont te sortir 1 ou 2 logos et te dire ça y est, on est dans l'enterprise d'un an. Des annonces, beaucoup d'annonces sur le POS, de la capacité aussi à adresser encore mieux des comptes, des grands comptes, le checkout plus rapide en une seule page, un partenariat avec Faire pour être plus fort dans le B2B et puis voilà, plein d'autres partenariats. Donc en gros, tout va très bien pour Shopify. Si je voulais être cynique, je pourrais dire pourquoi ils ont viré autant de personnes en début d'année, mais on sait que la bourse ne fonctionne pas comme ça. Donc bravo à Shopify, à tout l'écosystème. IA, on parle de toi. OpenIA, y a pas que toi. Chaque jour apporte son lot d'innovation. IA Commerce, c'est la rubrique de cette révolution. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'IA, Adrien? Déjà, en 2 semaines, il s'est passé tellement de choses de news en général et de IA. C'est Google, ce que j'ai pu noter, c'est Google qui s'est engagé à investir jusqu'à $2 milliards dans la société d'intelligence artificielle Anthropic. Faut savoir que Amazon avait déjà mis de l'argent là-dedans, donc c'est une manière de s'unir également contre le grand méchant, soit OpenAI ou soit tous les autres, les Meta par exemple. Cet investissement, il va renforcer aussi la position de Google face à Microsoft. Donc voilà, les GAFAM qui se positionnent sur l'IA et sur l'IA générative. Visa a lancé une initiative de $100 millions pour réinvestir dans la technologie d'intelligence artificielle générative axée sur le commerce et les paiements. Cette initiative s'appuie sur l'utilisation historique de l'IA par Visa dans les paiements. Visa Ventures dirigera cette initiative, cherchant à investir dans des startups innovantes qui vont mêler de l'IA générative, du commerce et du paiement. Donc, je fais le lien avec aussi Twitter qui lance son IA. Tu sais, c'est tous ceux qui ont énormément d'informations, structurées ou non structurées d'ailleurs, et qui peuvent récupérer tout l'historique pour créer leur propre IA. Visa, ça c'est un exemple où ils ont un paquet de données qui transitent et qui doivent ça peut alimenter pas mal leur modèle. Et puis j'ai noté enfin Mango qui a lancé Lisa, sa propre plateforme d'IA générative conversationnelle qui est destinée aux employés et aux partenaires, à l'image des Walmart, des Carrefour, etc. Ils lancent une IA en interne avec pour leurs collaborateurs.
La Minute Techos. La mission de la Minute Techos, c'est de vous expliquer un concept en 60 secondes. Chrono, pas une de plus, dans un langage clair et compréhensible de tous. Et bien évidemment, c'est Adrien qui est à la mallette. De quoi va-t-il nous parler ? Aujourd'hui, je vais te parler de Passkey. Le Passkey, est-ce que tu connais déjà ? Non. Je suis trop content parce que pour cette première, je vais pouvoir te parler de quelque chose que tu ne connais pas. Mais je pense que tu connais. Le Passkey, c'est quoi ? Le Passkey, c'est un mécanisme d'authentification unique développé en réponse au problème de la méthode actuelle des logins mots de passe qu'on connaît. Et même avec l'authentification double facteur, ça change pas qu'il y a des problèmes de vulnérabilité. Par exemple, la force brute, tu connais ça, c'est quand tu essayes plein de mots de passe dans tous les sens, tu utilises des robots qui essayent à un moment donné, et on sait que tout le monde utilise des mots de passe bidons, donc tu peux passer, ou également le phishing ou toute autre méthode d'interception ou de mots de passe. Bon, comment ça marche tout ça, Adrien ? Comment ça marche ? Lorsque tu essaies de te connecter à un site qui utilise la technologie Passkey, il t'envoie une notification sur ton smartphone qui a été enregistrée, et quand tu déverrouilles l'appareil avec ton visage, ton empreinte ou ton PIN, le Passkey unique est généré et envoyé automatiquement aussi. Donc, tu n'as rien à faire. Tu as juste à ouvrir ton téléphone et ça te déverrouille l'accès à ton site. Donc, il n'y a que des avantages. Il y a 2 avantages. La première, c'est la sécurité qui est accrue parce que tu te connectes sans transmettre tes informations ou des données biométriques via une connexion qui est potentiellement non sécurisée. D'ailleurs, tu connais même pas toi ton propre Passkey qui est généré à chaque fois différemment. Et le deuxième avantage qui, à mon sens, est tout aussi important, c'est la facilité d'utilisation. T'élimines le besoin pour les utilisateurs de te souvenir d'un mot de passe complexe, et bien souvent, c'est des mots de passe bidons d'ailleurs, et tu le remplaces par des méthodes très intuitives qui est la biométrie, juste en ouvrant ton téléphone. Donc l'expérience utilisateur, elle est améliorée, et également son adoption. Facile pour tout le monde, Adrien ? 2 inconvénients pour le Passkey. Le premier, c'est l'adoption. Aujourd'hui, c'est très peu utilisé. Ça demande des coûts de mise en place, donc on va être dans la phase de transition et on espère que ça va aller très très vite, cette phase d'adoption. Et le deuxième, ça fonctionne qu'avec les appareils modernes, parce que tout le monde ne propose pas justement les fonctionnalités biométriques qu'on a évoquées. Donc le Passkey, c'est quelque chose qui est en train de changer le monde de la sécurité. On va le voir de plus en plus, et c'est quelque chose qui est super important et qui me tenait à cœur. Tu l'as de déjà partager. vu ou pas ? Google l'utilise déjà pas mal, et puis Amazon, de plus en plus de services vont l'utiliser, surtout chez les GAFAM, et Amazon a récemment annoncé qu'ils allaient le mettre en place pour Amazon. Donc vous allez le voir de plus en plus. Green Commerce, c'est la rubrique positive et feel good pour un commerce plus responsable. Éco-responsabilité, économie circulaire, seconde main, RSE, on vous dit tout. Adrien, qu'est-ce qu'il y a du côté de chez Vinted ? Les comptes professionnels se sont multipliés sur Vinted, donnant lieu à une nouvelle forme de spéculation appelée le reselling. Tu connais ? Non. Écoute, je l'ai découvert sur un article de Slate que je vous ai mis, un article intéressant. Alors moi, je suis pas très souvent sur Vinted, donc je découvre un petit peu tout ça. Je savais que ça fonctionnait. J'ai des exemples à te donner. Voilà, c'est ça. Plutôt que de vendre leurs vieux vêtements, de nombreux utilisateurs achètent des articles à bas prix, parfois même sur Vinted. Ils trouvent des bonnes occasions et puis ils l'achètent et ils les revendent à des prix plus élevés. Et ce qui est rigolo, mais ça fait rire vraiment jaune pour le coup, ces articles sont souvent présentés avec des mots clés tendances comme Y2K. C'est quoi ? C'est Y2K. Y2K. Putain, je connais pas. Maintenant, je connais rien. Vinted et Bratz, tu sais c'est quoi ? Je connaissais pas non plus. Et ils sont vendus entre 15 et 50 euros. Alors le phénomène de reselling a été renforcé par la politique de Vinted qui n'impose aucune taxe sur les ventes et a même introduit un statut vendeur pro en 2021 pour les comptes générant d'importants chiffres d'affaires. Donc tu as le macaron vendeur pro, et ça augmente encore plus, ça décuple la performance de ces vendeurs. Oui, mais ces vendeurs, ils sont souvent très jeunes. Ils sont hyper jeunes, âge de moins de 13 ans, c'est 30 ans. C'est souvent quelque chose pour avoir un peu de revenus, de faire un peu quelques centaines ou milliers d'euros à la fin du mois. Ça soulève des préoccupations. D'un côté, il y a une concurrence directe avec les acteurs traditionnels de l'économie sociale et solidaire, comme Emmaüs, qui voient leur meilleure pièce être achetée pour la revente. En plus, cette forme de commerce sur Vinted est associée à une précarité financière avec des revenus fluctuants pour les vendeurs. En fait, ce qu'on voit, c'est que au lieu que ces produits ils soient pour des gens qui ont vraiment besoin d'acheter ces produits, ils sont rachetés. C'est de la spéculation. Ça me fait penser un petit peu au scalping dans les jeux vidéo. T'achètes des consoles qui sont peu disponibles et tu les revends X fois le prix. T'as des exemples? T'as vu ça? Alors, j'ai des exemples et j'ai surtout des hacks. Allez sur TikTok et justement, on vous explique comment vous pouvez faire pour revendre des vêtements déjà achetés sur Vinted beaucoup plus cher. Non, mais c'est pas bien justement. T'es en train de donner la technique pour faire du reselling, c'est de la merde. Pas du tout. Je donne pas la technique. Je dis qu'en fait, ça va au-delà de Vinted. Ah oui, il y a plein de vidéos qui expliquent comment faire. C'est un vrai écosystème ce truc-là. Mais c'est moche parce qu'en fait, du coup, bien sûr que les gens. c'est moche. Non, mais moi, j'aime pas Vinted de toute façon, donc je trouve que le concept de racheter pas cher, de le revendre plus cher, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Mais après, c'est le. Et ce qui est terrible et tu le vois dans Slate, c'est quand t'interviews ces jeunes, ils disent non mais j'apporte de la valeur. Mais en fait, c'est comme la même chose que la merde de dropshipping. Exactement. J'ai de l'effort à faire une fiche produit
produit, à faire le truc. Mais ta gueule, t'as utilisé ChatGPT qui t'a géré ton truc et tu le revends à 5 fois plus cher. Donc oui, mais après, c'est que t'as quand même des moutons qui sont capables de racheter ces choses-là beaucoup plus cher. Oui, mais c'est le marketing, ça fonctionne. Voilà. Quand tu vois un truc qui fonctionne. Et t'as des exemples types sur des marques comme Cézanne, Balzac, machin, qui jouent sur le FOMO un peu et sur le fait que ce soit des pièces uniques, machin, et qui te revendent des choses beaucoup plus chères. Pas les marques, mais justement ces resellers. C'est complètement fou. Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous? Eh bien, ce sont les États-Unis qui ont décidé de poursuivre eBay pour la vente de produits polluants. Et eBay risque une amende de 2 milliards de dollars. La plateforme aurait également vendu des pesticides interdits et des produits chimiques dangereux. En réponse, eBay affirme bloquer 99,9% des annonces ciblées par la justice et insiste sur sa coopération avec les forces de l'ordre. La société souligne ses efforts constants pour empêcher la mise en ligne d'objets interdits. Et je connais un autre acteur chinois qui est aussi dans le viseur. J'ai aussi vu que Roxy et Quicksilver, qui appartiennent au groupe Board Riders, lancent un service de location en ligne pour des vêtements techniques de surf et de ski. Alors, c'est rigolo parce que Laetitia, dans une autre vie, on a travaillé sur un projet de location de ski. Donc, quand j'ai vu cette news, je pouvais pas ne pas penser à nous. Donc, bravo à eux. Et donc ça s'appelle Board Riders Rental. Je suis allé sur le site, je crois que je vous ai mis le lien directement sur le site de seconde main du coup de Board Riders. C'est bien fait, c'est propre, je vous invite à l'utiliser. Et ils ont utilisé le service Lizzy pour mettre en place cette plateforme. Vestiaire collective a choisi de donner des centaines d'articles à Label Emmaüs en réponse à la baisse des dons engendrés par l'essor des plateformes de seconde main. Maud Sarda, à la tête de Label Emmaüs, déclare que ces pièces sont maintenant en vente en ligne et que les bénéfices iront à Label Transition, soutenant les initiatives solidaires numériques. Elle souligne que l'expansion rapide du marché de la seconde main, dominé par les acteurs tels que Vinted, pourrait compromettre le financement des actions sociales d'Emmaüs. Passe le mic, c'est le moment où on partage le mic avec un invité expert dans l'industrie de l'e-commerce. Et cette semaine, c'est une invitée experte. Il s'agit d'Alison, qui est CDO chez Central Retail. En direct de Bangkok, on l'écoute tout de suite. Bonjour Alison, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors je m'appelle Alison Shamsmuyar, je suis une Française nouvellement installée en Thaïlande. Je suis en charge du digital chez Central, qui est un department store en Asie et principalement basé en Thaïlande. Voilà. Et avant ça, tu as une longue expérience e-commerce en France. Tu peux nous en parler en 2 mots? J'ai principalement une carrière donc dans le e-commerce et dans le retail. J'ai travaillé pour différentes marques, dont Feu Camailleux, qui m'a occupée pendant quelques années. Et après, j'ai passé plusieurs années aux Galeries Lafayette en tant que directrice digitale. J'ai occupé plusieurs postes dans le e-commerce, les réseaux sociaux, &co. Et après, j'ai eu un court passage chez La Poste pour plutôt sur la partie tech OMS, où j'ai créé une BU, donc une business unit dédiée au e-commerce pour le groupe. Alors Alison, ici on est à Bangkok, on discutait un petit peu et ce que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui, c'est ton expérience ici d'e-commerce, de gérer le digital en Thaïlande. Tu as une longue expérience en France. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir ici en Thaïlande qui sont des bonnes idées qu'on pourrait appliquer en France? C'est une super question. C'est une question que je me pose tous les jours parce qu'effectivement, c'est un métier j'exerce un métier aujourd'hui qui est à peu près le même quand tu le regardes que ce que j'ai fait avant. Mais tout est une question de point de vue, de contexte et d'environnement. Ici, j'ai donc changé d'environnement en Asie et tu découvres énormément de choses. La prédominance du digital dans le quotidien de tout le monde, le fait que tout le monde utilise une app pour payer, scanne pour payer, etc. C'est des choses qu'on connaît pas, nous, en France. On connaît dans certains pays d'Europe, mais en tout cas, c'est assez peu développé. Donc, il y a beaucoup d'usages autour du smartphone qui sont nouveaux. Déjà ici, tout est app first. Les sites, ça existe. Enfin, on fait très peu de business avec les sites d'une manière générale. Donc, on est tous app first. Donc, forcément, ça drive un certain nombre de choses un peu, des actions un peu différentes que ce qu'on peut avoir en France. Et un des trucs qui est super intéressant, c'est démarrer par le CRM. La manière dont on gère le CRM ici. Ici, le CRM, donc la relation avec le client, elle est principalement drivée et gérée par ta carte bancaire. Donc, toutes tes promotions, tout ton programme est en lien avec ta carte bancaire et donc avec une banque. Et en fait, c'est hyper simple d'utilisation. Où que tu achètes, tout le monde est partenaire de tout le monde. Tu gagnes des points, donc c'est assez ludique. T'as pas mal de gamification et tout. Et après, tu peux les consommer comme tu veux. Tu peux burner tes points tous les jours en allant au supermarché, en allant au café, en allant faire tes courses, en allant à l'hôpital, ici aussi. Et c'est hyper intéressant. Donc, tu peux vraiment convertir tout
tous tes points en cash, tu peux les convertir en coupons. Quand tu vas acheter quelque part, tu les convertis en promotion. Bref, les possibilités sont multiples et c'est hyper simple d'utilisation. Ça, je pense que c'est un des trucs majeurs que je dirais aujourd'hui. Mais justement, j'ai l'impression que tout ce que tu décris ici, c'est applicable ici parce que peut-être que la data client, ils sont un petit peu moins regardants. Il y a culturellement aussi, ils sont beaucoup plus, ils ont un appétit un peu plus grand sur ce genre de dispositif. Tu vois, je suis en France, je suis une marque française. Ou si demain tu retournes en France et tu dois gérer l'e-commerce en France, comment est-ce que tu peux réutiliser tout ce que tu as vu ici? Ou ça serait quoi le conseil que tu donnerais sur cette partie justement CRM? Alors c'est quelque chose auquel je réfléchis tous les jours, donc je pense que j'ai pas encore la réponse finale, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut envisager. On a l'exemple d'American Express. Voilà, qui est un bon exemple, qui a fait son chemin, mais qui aujourd'hui, je pense, n'est pas arrivé au bout de l'expérience. Ils ont vachement évolué. Tu cumules des points, tu reçois des emails tous les jours avec des promos sur toutes les marques, etc. Mais l'usage est pas du tout démocratisé. Je veux dire, Amex, c'est uniquement pour une partie de la population. Je dirais, comment est-ce qu'on réussit à leverager une expérience Amex, mais plutôt pour le commun des mortels. Je pense que c'est possible. Je sais pas te dire aujourd'hui exactement comment. Est-ce qu'il faut travailler directement avec des banques? Est-ce qu'il faut travailler directement avec des opérateurs bancaires? Je sais pas, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut travailler. Et en fait, ce que tu vois, c'est que vu que le CRM est plus avancé, les programmes de feed sont beaucoup plus avancés et ça te génère beaucoup plus d'argent, d'engagement avec les clients. Et même s'il y a beaucoup de limites, tu vois que on peut apprendre en fait de cette maturité en Thaïlande, c'est ça. Et donc on pourrait mettre en place des programmes qui sont vraiment mettre ça au milieu et pas mettre la feed à côté des toilettes au fond du couloir, c'est ça? Ouais, exactement. Je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, par exemple, la gamification. On se cherche en France. On a essayé plein de choses. Alors tu vois, on va imaginer des trucs parfois hyper tordus, hyper compliqués, alors qu'en réalité, il y a des choses assez simples. Tu vois, là, on a des promos nous qui marchent hyper bien. C'est, tu vois, tous les mercredis, tu sais que tu multiplies par 3 ton nombre de points quand tu achètes dans un magasin. C'est des choses assez simples. Mais qui le fait réellement aujourd'hui? Est-ce que tu es au courant, toi, client de telle marque, quand tu achètes le mercredi, tu doubles ou tu triples tes points? Non, mais c'est des choses assez simples. Et ici, c'est ancré dans le mindset. Tous les clients, par exemple, chez Central, savent qu'en achetant le mercredi, ils vont multiplier par 3 leurs points. Mais tu vois, c'est des choses. Et comment ils le savent? Comment on leur communique? On leur communique parce que ils sont porteurs d'une app, ça c'est sûr. Donc, on leur communique pas via push, via des push, mais on leur communique aussi des choses via SMS. Donc, en France, j'ai envie de te dire, pour ceux qui me répondront qu'en France les apps c'est pas suffisamment développé, pas autant développé qu'ici, tu te dis il existe aussi le SMS qui marche hyper bien en France. Tu peux communiquer là-dessus et faire savoir. Mais je pense que ça il y a des choses assez simple qu'il faut réussir à ancrer dans le mindset des clients. Est-ce que tu as vu des techniques ou des hacks en termes d'acquisition client, des choses que tu as pu voir online, offline, qui t'ont dit ça c'est une bonne idée ou on pourrait l'adapter ou on pourrait l'utiliser en France? Alors, des hacks, il y en a pas mal, mais on va parler de techniques, on va dire. Alors, il y en a, j'ai envie de dire, beaucoup d'entre elles, c'est assez similaire à ce qu'on va avoir nous en France. Par contre, je dirais que la plus grosse différence, elle est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fait partie de la stratégie d'acquisition. Alors, d'acquisition, mais surtout aujourd'hui, toutes nos plateformes digitales, elles ont une vocation, c'est d'être la plateforme du discovery. Dans la plupart des marques, je parle même pas que chez moi aujourd'hui chez Central, mais toutes les marques ici, les retailers, ils utilisent le digital comme plateforme de discovery. Ils utilisent les réseaux sociaux comme plateforme de discovery et ils travaillent le contenu complètement différemment que nous. Ils sont pas en train de se dire qu'ils vont développer et produire du contenu qui coûte cher pour les mettre sur leur site. Ils réfléchissent à comment produire du contenu et l'utiliser sur les réseaux sociaux pour driver du trafic et acquérir des clients. Ce qui est un autre mindset que ce qu'on peut nous connaître. Et après, certains retailers ici, donc pas nous, mais d'autres retailers qui sont meilleurs que nous là-dessus, ont réussi à faire de leurs magasins des leviers d'acquisition clients hyper puissants. Il y a une marque ici qui est assez connue, qui s'appelle Pomelo. On discute énormément ensemble. Eux, ils ne laissent pas partir un client s'il n'a pas téléchargé l'app. Ils le forcent. Et comment ils vont le forcer? Parce que en caisse, pour avoir le droit à la promotion, il faut que tu télécharges l'app et elle s'affichera sur ton truc et tu scanneras et tu pourras avoir ta promotion en caisse. Tout est lié à l'app et tout leur recrutement, ils l'ont fait comme ça. Alors que c'est une marque qui est digital native.
elle est née du e-commerce, elle est née des réseaux sociaux. Donc si tu veux, ils sont arrivés après dans le monde physique, quoi. Ils ont quand même réussi à transformer ça. Et ils sont partis, ils avaient, si tu veux, ils avaient des coûts d'acquisition qui étaient extrêmement élevés. Ils les ont divisés quasiment par 10 en l'espace de 3 ans en utilisant leur magasin. Ça, en France, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas. On dit tous qu'on veut acquérir et convertir nos clients de nos magasins, mais en réalité, on a beaucoup de mal. Sur la partie magasin, est-ce que tu as l'impression de ce que, alors chez vous, mais également dans des stores, quand tu te balades dans la rue ou dans des malls, qui sont plus matures sur la digitalisation des magasins? Plus matures que nous, tu veux dire aujourd'hui? Alors oui. Alors il y en a qui sont plus matures, mais j'ai envie de dire ça dépend niveau. Sur la partie sociale, vraiment donc tout ce qui est social media, j'ai pas trouvé de department store ou de malls. Alors les malls, c'est pas la même chose que les department store. Les malls, c'est un peu plus, pour simplifier, c'est un peu plus cheap. Dans les department stores ici, il y en a quelques-uns à Bangkok et dans la région. Sur la partie sociale, non, on est vraiment très avancé. Nous, un des services qui cartonne le plus, c'est le chat and shop. Et ça, c'est assez dingue. Donc on a un réseau social en Thaïlande ici qui s'appelle donc Line. C'est l'équivalent du WhatsApp. C'est une app pour tout faire. Commander à manger, dialoguer avec ses copains, dialoguer avec les marques. Bref, on fait tout à partir de Line ici. Sur Line, vous pouvez rentrer directement en contact avec Central et demander pour chatter et directement te faire livrer, parler à quelqu'un, aller en magasin et tout. C'est extrêmement développé. Donc c'est un personal shopping ici. C'est extrêmement développé. C'est un de nos leviers de croissance majeur. Justement, sur cette application, est-ce que tu te dirais demain, tu gères une marque, une enseigne en France, tu vas all-in sur le WhatsApp et tu proposes l'assistance, le personal shopper, l'achat ou la constitution du panier. Ça sera une de tes strates. Tu penses que ça pourrait marcher avec le consommateur français? Écoute, on l'a mis en place aux Galeries Lafayette, le personal shopping, principalement au début pendant le Covid. Ça continue de bien fonctionner. Aujourd'hui, ça fonctionne assez bien quand tu es sur un parcours où tu pars du web ou de l'app et où là, tu peux cliquer tu remplaces ton bouton acheter par parler à un personal shopper. Ça marche très bien sur des marques de luxe qui ont, si tu veux, des clients très fidèles et qui ont besoin de parler à leurs vendeurs directement. Ça marche super bien. Ça marche aussi super bien, tu vois, par exemple, très bon souvenir de Noël pour préparer tes achats. T'as pas envie d'aller arpenter tous les étages des magasins et là, t'as quelqu'un avec une vidéo. Donc là, tu passes sur WhatsApp et là, il peut tout te filmer, tu fais tes commandes de jouets, tes machins, tes trucs et tu viens les chercher ou tu te fais livrer. Ça marche aussi super bien. Donc, ça marche. J'ai envie de dire, il n'y a jamais de recette miracle. Jamais. Tout le sujet, c'est comprendre tes clients. On savait que nos clients étaient intéressés par cette fonctionnalité. On l'a testé, on a dialogué avec eux. Donc, tout est une question de vraiment comprendre ton client et d'adapter le service en fonction de leurs besoins. Tout à l'heure, quand on discutait, Alison, tu me parlais que la data, elle était, il n'y avait pas d'RGPD tout simplement, donc tu pouvais faire un petit peu ce que tu voulais. Je suppose que tu dois t'éclater parce que c'était comme nous, ce qu'on avait connu il y a 20 ans. Tu fais ce que tu veux, personne te regarde. Est-ce que c'est vraiment ce que je m'imagine? C'est tu fais ce que tu veux, donc du coup, tu peux faire des programmes de feed et de CRM de folie. Et deuxième partie de la question, si demain, maintenant que tu connais comment on peut s'amuser en ayant toutes les informations d'un client, est-ce que tu aurais des conseils peut-être si tu retournais ou si tu parlais à quelqu'un en France, comment utiliser correctement la data? Alors oui, juste pour... il y a des règles, hein. Il y a des règles quand même, mais elles sont effectivement, elles font pas partie du quotidien des équipes et c'est pas vraiment un sujet. Quand je suis arrivée dans le pays, quand j'ai rencontré mes équipes et je leur ai dit qui est le DPO, qui gère chez nous ta partie RGPD, etc. On m'a regardé avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc je me suis dit bon, ok, cool. Les cookies, ça vous parle? Pas du tout, ok. First party. Rien du tout. Bon, ok. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui est hyper cool, c'est qu'à part demander un consentement, ça on le fait, on demande un consentement, oui, non, et on s'exécute. Mais à part ça, il y a aucune autre règle. Il y a un truc qui est donc ça c'est hyper puissant. Par contre, il y a des difficultés en Thaïlande. Et je vais vous raconter une anecdote qui est assez drôle. Il y a des difficultés, c'est que nous en France, pour des programmes de fidélité ou pour du login, on utilise un email, on utilise un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, c'est un peu plus moderne, etc. Bon, quand je suis arrivée, j'ai dit pourquoi on fait pas pareil? Pourquoi on n'utilise pas le numéro de téléphone? C'est hyper simple pour identifier comme clé d'identification dans un groupe. Là, on m'a regardé, on m'a dit désolé, mais nous les Thaïlandais, on change de numéro de téléphone hyper régulièrement. Ah bon? Ok. Bah oui, fortune teller oblige. En fait, ton numéro
numéro a une signification et ils te portent chance ou pas. Donc, ils testent leur numéro de téléphone et en fonction de la chance que tu as ou pas avec, ils vont payer pour avoir des numéros de téléphone précis. C'est la même chose avec les plaques d'immatriculation, by the way. Du coup, ça rend le truc quand même un peu compliqué. C'est pourquoi on est obligé d'imaginer des identifications avec, par exemple, le numéro d'identité, la carte d'identité thaïlandaise, ou le numéro de permis de conduire thaïlandais. Parce que ça bouge pas au moins. Voilà. Mais du coup, c'est des choses qui sont pas forcément hyper fluides dans un parcours non plus, quoi. Tu vas sortir ta carte d'identité pour te loguer sur une app, c'est quand même pas hyper simple. Donc nous, on essaie aujourd'hui de travailler sur des modes un peu combinés où tu utilises le téléphone en premier, puis après une carte d'identité, voilà. Donc j'ai envie de dire, il y a des plus. On est beaucoup plus libre, on est comme ce qu'on avait en France il y a 20 ans. Par contre, on a quand même certaines contraintes liées on va dire aux habitudes des consommateurs. Alison, c'est passionnant. On pourrait continuer à parler encore pendant longtemps, mais on doit terminer. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter ou pour en savoir plus si on veut continuer la discussion? Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'ai gardé mon LinkedIn et après sur tous les WhatsApp aussi. Je fais partie des Français ici qui continuent à utiliser WhatsApp, même si ça s'utilise pas trop dans le pays. Donc voilà. On va pas mettre ton numéro de WhatsApp dans les notes de l'émission. Par contre, on va mettre ton lien LinkedIn. Donc, tous ceux qui veulent te contacter, ils te rajoutent. Merci mille fois, Alison, encore une fois, pour avoir pris le temps de répondre à ma question. Et puis, bon courage. Et puis, au plaisir de te voir en France alors l'année prochaine, si tu passes. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Reco, micro, reco, au micro. On fait notre reco, écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. La reco de la semaine nous vient d'une reco de François Duranton qui lui-même l'avait de Stéphane Demange et je n'ai pas réussi à trouver de Stéphane d'où il l'avait. Donc c'est quoi cette reco, Laetitia? Eh bien, la reco, c'est l'infographie qui a été réalisée par l'ADEME sur l'état de la circularité dans le secteur de la mode. En gros, on vous explique comment est-ce que on peut être plus circulaire en achetant des vêtements. Alors pas en achetant des vêtements, mais en tout cas pas des vêtements neufs, mais en achetant des vêtements de seconde main. Et on vous explique de la production jusqu'à la seconde main sur quel type de plateforme vous pouvez retrouver ces vêtements. Et tout ce qui se passe dans la vie d'un vêtement, toute sa traçabilité. Combien est-ce que ça coûte, combien est-ce que ça consomme de fabriquer par exemple un jean, et puis aussi tout ce à quoi ça nous expose nous en tant que consommateurs, mais aussi ceux qui travaillent dans les usines, ce à quoi ils sont exposés. C'est super bien fait, c'est assez pédagogique. Il y a un bémol, et je l'ai mis dans le commentaire lorsque François Duranton a publié cette recommandation et cette infographie. Quand on nous propose des plateformes de revente où nous on peut vendre nos vêtements, où on peut trouver et acheter des vêtements, on a quand même Label Emmaüs qui est apposé à Vinted. Est-ce que là on est vraiment sur le même segment? Est-ce qu'on est sur le même business model? Je ne crois pas, surtout au vu de tout ce qu'on s'est raconté dans cet épisode. Voilà, c'est le petit truc. Je rappelle que l'ADEME est un EPIC, donc c'est un établissement public, et je suis pas certaine que faire la promotion comme ça d'entreprises privées telles que Vinted qui ont un business model qui repose beaucoup sur de la fast fashion soit très très judicieux. Panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et on se marre bien. Le panier surprise, c'est la rubrique des jeux autour du e-commerce. Et cette semaine, on joue et on rigole avec les tops et les flops et un Kikadi. Vas-y, Adrien. Top et flop, j'ai trouvé un rapport avec les marques qui ont enregistré la plus forte hausse de leur trafic au premier semestre 2023 versus 2022 et les marques qui ont connu la plus forte baisse de leur trafic. Donc je vais pas te faire les 10, j'en ai choisi 2-3 que je connaissais pas forcément, je voulais savoir si tu les connaissais. Ils ont fait plus 86%. Light in the box. Qu'est-ce qu'ils font? Light in the box, non. Tu vois, c'est ouf. Ils vendent des lumières et des luminaires par abonnement. Pas par abonnement, mais c'est une boîte chinoise qui vend des produits, des vêtements, des accessoires, articles ménagers et produits électroniques. Je connaissais pas du tout. Ils ont fait plus 86%. Ils sont en tête du podium. Attends, on va nous dire qu'il y a encore une boîte chinoise là qui va être bientôt numéro 1 des téléchargements. J'ai pas vu le critère, tu vois. Est-ce que c'est à partir d'un certain montant, etc. Katawiki. Est-ce que tu connais? Non, pas du tout. Pareil. Donc c'est une plateforme de vente aux enchères en ligne qui propose une large gamme de produits, des produits d'art, d'antiquité et des objets de collection. Ils ont fait plus 18%. Maintenant, on va dans les flops. Momox Shop à moins 37%. C'est une société de e-commerce allemande spécialisée dans les livres, les articles culturels d'occasion. Mais on en a déjà parlé. Ouais, c'est vrai. Oui, je m'en souviens plus on en du a tout. déjà parlé. Et enfin, la boutique officielle. Non. La boutique officielle. Ouais, ça s'appelle. Il y avait pas plus par semaine. Ça a l'air d'être Ils ont fait moins 32%. Ouais, c'est une sorte de Foot Locker, je crois, de ce que je peux voir. C'est des vêtements, des chaussures, etc.
Ils ont fait moins 37%. Bon, moins 32%. Moi, je suis pas surpris. Et après, bien sûr, on trouve dans les ceux qui ont fait des tops Trendline, Picard, Samsung, Ticketmaster, Etsy, Flixbus, Bricomarché, qu'on connaît très bien. Et dans les flops, on a Galeries Lafayette, Deliveroo, Micromania, Mango, Cdiscount, VP, H&M, Showroom privé. On sait expliquer pourquoi ce sont des tops et pourquoi ce sont des flops? Non, mais là, ça sera une longue analyse en fonction du secteur, etc., du contexte. Tu sais, c'est l'excuse de tous ceux qui ont raté leurs chiffres. C'est le contexte macroéconomique qui fait que... Et les guerres partout. Voilà, c'est ça. Voilà, et t'as prononcé le mot interdit. Exactement, c'est ça. Allez, on fait le Kikadi. Et celui-ci, je pense qu'il va être rigolo. Alors, Kikadi, tu nous rappelles la règle du jeu? Kikadi, c'est une citation que tu vas nous partager et il va falloir deviner à qui on l'attribue. Exactement. Donc, elle est en anglais et je l'ai traduite en française. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons eu moins de succès que prévu pour engager et retenir les utilisateurs gratuits et les convertir en abonnements payants. Est-ce que c'est le patron de Spotify, le patron de Peloton, le patron d'Apple ou le patron de Zoom qui a dit ça? Attends, Peloton, c'est jamais gratuit de toute façon. Zoom, Spotify. Eh bien non, c'était Peloton. Ça m'a fait marrer parce que je sais que tu les adores. Enfin, tu utilises le concurrent, mais tu adores Peloton. Et voilà, ils se sont cassés la figure. Ça marche pas très bien pour eux. C'est très compliqué. Moi, je croyais qu'ils étaient obligés de payer quoi qu'il arrivait pour utiliser un de leurs produits, quoi. Ouais, alors je crois qu'ils ont, je sais plus du coup, ils ont lancé une offre ils ont lancé, je crois plutôt dans l'année, une offre qui était beaucoup moins chère ou peut-être gratuite pour tester. Ils vont relancer aussi leur tapis de course qui avait fait un scandale parce qu'il y a eu un mort ou des accidents. Donc l'année prochaine ils vont le lancer, donc ils t'expliquent qu'ils vont aller mieux en 2024, mais oui, c'est chaud pour eux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 169, la saison 5. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, c'est de le partager et de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Adrien, on se retrouve dans pas très longtemps, pas la semaine prochaine, mais cette semaine. Dans quelques jours, exactement. Dans quelques jours. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. C'était quand même compliqué, là. Il y a beaucoup de bruit où on est. Ouais, finalement, oui, mais pas tant que ça. Il est midi. Ça s'appelle le café du commerce. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si les klaxons et compagnie. On est dans un café là, à Pont-de-Neuilly. Non, finalement, je m'attendais à beaucoup plus de bruit. Heureusement qu'on a eu. Il y a eu personne autour de nous, donc ça c'était plutôt cool. On a parlé beaucoup plus de seconde main que ce que je pensais, non? C'était un truc ouf. Beaucoup. Ouais, oui. Mais pourquoi? On explique ou pas? On explique? T'étais malade pendant 10 jours. T'as failli mourir. Donc là, j'étais presque un épisode seul, tu vois, et j'aurais dû faire dans les breaking news. Non, je t'aurais mis en simple et funky. Tu vois pas plus que ça. Simple et funky. Laetitia est morte suite à une petite maladie, et puis après, dingue, je passe à la suite. Quoi, viens chez moi. C'est marrant, ça. Dans la rubrique nécrologie. Non, j'aurais pas fait une rubrique spéciale. On aura 25 saisons, on fera ça bientôt. Alors, un tel de Chantal est décédé d'un cancer de la rubrique nécrologie. Non, mais au niveau des marques, ça existe. Il y a des trucs qu'on a parlé, et puis tu vois que 2 ans plus tard, ils le ferment ou je sais pas quoi, ça me fait toujours chelou, tu vois. Tu lis les trucs et tu te dis, ouais, on a un truc. Les gens n'aiment pas le truc du passé, tu vois. Donc faut juste les bonnes nouvelles et regarder. Non, mais RIP, tu vois, la rubrique RIP. Ouais, mais on mettrait quoi, les gens ou les marques? Non, les marques, pas les gens. Ça pue la déprime. C'est déjà là, tu me disais que c'était truc. Mais j'avoue. Oui, on a parlé beaucoup de seconde main, et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a Refashion qui a lancé l'opération en partenariat avec le gouvernement sur la réparation et toutes ces choses-là. Bon, on en parlera dans un autre épisode. J'avais écrit un article à ce sujet-là. Ouais. Tu l'as publié ou pas l'article? Ouais, c'était cet été. Ah, ok. On a combien d'invités pour jeudi? Non, on a 30, je les relance ou pas? Oui, je pense qu'il faut les relancer. Mais ça dépend combien on a de place. On a la confirmation. En fait, je crois qu'on est les seuls à vouloir des no-shows. On est les seuls à organiser des événements où on aimerait que les gens ne viennent pas parce qu'on est trop. Non, je vais déjà appeler le resto là, justement pour savoir combien on peut être au max. On voulait un truc intimiste et à chaque fois, on est jamais intimiste. Mais bientôt, on va finir par organiser des pique-niques et chacun va venir avec sa. Ouais. Non, mais bon, il faudrait des tables. Il faudrait trouver le meilleur format, c'est les tables rondes quand même. C'est là où tu discutes le mieux. Les tables, c'est relou. Ou alors en mode on est debout. Et comme ça, tout le monde se balade partout. Ça, c'est le truc. Mais à midi, de bouffer debout, c'est moche. Moi, j'aime pas. Je déteste manger debout. Et en plus, c'est souvent froid ou c'est des petits trucs et tout ça. Donc, je sais pas. Ouais, je sais pas comment on va faire. Ceci dit, ça peut être un truc. Et attends, regarde, on demande à des copains là, qui ont plein des grands bureaux. Viens, on organise le lunch. Parce qu'ils ont viré tout le monde. Voilà. Et viens, on organise le lunch. Et en plus, ça coûte rien. Ça coûte combien le truc de catering? Genre pour 30 personnes? C'est quoi, 2000 balles? 1000 balles? Ouais. Avec boisson. Ouais. Ça peut être ça. Et on le sponsorise. Qui sponsorise? On est en train de développer, dévoiler tout un business plan. On veut pas de sponsor. Non, mais ça peut être bien.
Ouais, mais est-ce que les gens ils diraient, moi je pense que psychologiquement, si je vais manger quelque part, si je vais dans les bureaux de quelqu'un, c'est pas la même chose que je vais dans un resto, dans un truc. Moi je préfère le cadre resto, ça fait beaucoup plus décontracté, non? Bah non, moi j'aime bien. Viens bouffer chez Salesforce, je sais pas, j'y vais pas. C'est-à-dire, il va falloir mettre la cravate et tu vois, je sais pas, ça se formalise. Mais non, parce ça qu'ils donne un côté savent comment formel. on est, justement. Tu penses que les gens ils seraient prêts? Ouais, alors d'accord, je te donne un autre exemple. Je suis chez Adobe. Est-ce que je vais aller mettre les pieds chez Salesforce pour aller bouffer? Non, pareil. Il faudrait quelqu'un qui tout le monde a des concurrents. Non, tu vas dans une agence. Des gens très neutres. Des agences. Donne-moi un exemple. Mais non, les agences aussi entre elles sont concurrentes. Tu as une agence Shopify. Bon, t'as raison. Alors, en fait, non, c'est impossible. Non, mais c'est bien les restos, je trouve. Enfin, moi j'aime bien. Et pas panier basket. Non, ça s'appelle comment? Resto basket. Resto basket. Ouais, on se fait avoir à chaque fois. Non mais vas-y, fais dans la commu là. Tu lances un sondage. Vous préférez aller manger où? Dans un resto, chez un partenaire, chez un éditeur, chez une agence. Ouais, exact. Ouais, on va faire un truc comme ça rigolo. Et d'ailleurs, on en a pas parlé. Ah si, on en a parlé, ouais, qu'on est 550 dans le groupe. On a déjà parlé. Je crois qu'on saoule tout le monde. Tu vois, il y a 2 semaines, on a acheté 4500 tonnes de soja sur le marché de Hong Kong et on va revendre tout ça sur Tokyo. Eh ben...